Le 2 décembre 1938 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout, ainsi que dans l'Action française, la critique de François Vineuil du film Le joueur d'échecs, texte intégral. Le cinéma a toujours raffolé des automates, des mannequins, des marionnettes. Sans doute va-t-il d'instinct à ces stylisations sommaires qui lui permettent d'échapper, pour un moment, à la tyrannie du naturalisme photographique. Le procédé était trop facile pour ne pas se galvauder très vite. Ce n'est pas M. Jean Dréville qui le renouvellera avec son joueur d'échecs, seconde mouture d'un ancien navet de M. Raymond Bernard, dont on ne se rappelle que le prix exorbitant pour l'époque. Le XVIIIe siècle se passionna pour des automates. On se déclarait épris de science, mais, en fin de compte, on ne s'intéressait guère qu'à la physique amusante. Le baron hongrois de Kempelen, héros des films de M. Raymond Bernard et de M. Dréville, se tailla véritablement un succès à l'époque avec un automate affublé en oriental, si perfectionné qu'il possédait, selon la rumeur, une espèce de cerveau et pouvait tenir tête aux échecs à n'importe quel partenaire vivant. En réalité, un compère se dissimulait habilement dans le mannequin. Ce compère était un ami de Kempelen, un agitateur polonais condamné à mort par Catherine II et qui cherchait à s'évader de Russie. Il paraît que ce grossier subterfuge lui réussit. Le cinéma veut que Kempelen soit un personnage d'une singularité hoffmanesque, ce qui est très soutenable. Mais il ne s'agit, au moins avec M. Dréville, que d'une velléité. Dans le film du joueur d'échecs, comme dans tant d'autres, s'avère une incapacité radicale à créer un peu de merveilleux. N'importe quel spectateur attend le moment où l'automate jouera vraiment seul, où on pourra du moins croire qu'il joue seul. C'est l'unique ressort d'un scénario par ailleurs banal à l'extrême. Mais l'auteur s'évertue à nous enlever toute espèce d'illusion, jusqu'à la dernière minute où Catherine II, ayant résolu de faire fusiller ce mannequin avec le rebelle qui l'habite, Kempelen va se fourrer sous la défroque sans la moindre nécessité et recevoir 4 balles dans la peau dans un trépas de mauvais mélodrame. Soit dit en passant, cet épilogue est de pure invention. Le vrai Kempelen ne mourut à un âge respectable qu'en 1804. Monsieur Jean Dréville a réussi ce tour de force de nous présenter dans un jour aveuglant tout ce qu'il fallait tenir secret, toutes les grandes ficelles de sa petite histoire, et de ne pas même être capable d'énoncer clairement une insignifiante anecdote d'amour et de police dont je n'ai, pour ma part, saisi un traître mot. Il est difficile à un scénario de mieux réunir toutes les conditions d'un ouvrage absolument raté. Le découpage, brisant à chaque instant un fantôme d'action, est d'une fatigante gaucherie. La mise en scène couronne le tout. On croit y deviner, dans le cabinet de Kempelen, de vagues souvenirs d'un caligarisme au rabais. On n'a pas ménagé les accessoires. Mais l'éclairage est d'une banalité désespérante. Dans le plus mauvais film d'épouvante de jadis, il y avait des jeux d'ombre et de lumière dont le photographe du joueur d'échecs ne soupçonne même pas l'existence. Nous assistons en somme pendant 1 heure et demie à une très pauvre pièce de théâtre au dialogue terne et niais, dans 3 sempiternels décors et des costumes laids et ennuyeux. On me répondra, je le sais bien, par la médiocrité des crédits. Mais il est heureux que M. Dréville n'en ait pas eu davantage à sa disposition, à voir comment il en a usé dans la seule grande scène à figuration qu'il a pu organiser. Nous avons hébergé M. Conrad Veidt,
qui s'est exilé de Berlin. Dans Le joueur d'échecs, son premier film français, il baragouine avec un effroyable accent judéo-polonais. Cependant, son repêchage se justifie. Ce cabotin osseux garde une assez grande allure, peut-être à cause de l'affligeante vulgarité de tout ce qui l'entoure à l'écran. Personne ne rentre mieux dans la peau et dans l'habit brodé d'un élégant aventurier du XVIIIe siècle. S'il y avait dans le cinéma encore une once d'imagination, on se hâterait de faire jouer au juif Veit un rôle en or pour lui, le rôle du singulier comte de Saint-Germain, l'homme qui prédit la Révolution et se promenait à travers l'Europe en affirmant sereinement qu'il vivait depuis quelques 500 ans. Il n'y a pas de personnage de l'histoire qui soit plus torturé par les vedettes que Catherine II. C'est au tour de Madame Françoise Roset de s'y essayer. Il est surprenant que cette comédienne intelligente, si souvent remarquable, n'ait pas compris que rien n'était moins dans ses cordes. Il faut l'entendre proférer avec la plus pure intonation parigote « Je n'aimerais jamais que la Russie, que mon petit ménage, quoi !» Inutile de dire que cette Catherine, selon le cinéma, n'a guère que des ridicules. De même, Potemkin nous est représenté par M. Gretilla, l'un des plus mauvais acteurs de France, comme une brute obtuse. M. Lannuet et M. Cambeau, dans les rôles d'amoureux, font un concours au plus fade. Les jeunes premières sont si dépourvues de tout attrait physique qu'il est plus charitable de ne pas les nommer. De tels spectacles prolongent Paris Soir. Ils en ont la platitude, la niaiserie sentimentale, les fautes d'orthographe. L'histoire y est traitée selon Paul Rebout. Après la crétinisation par l'imprimé dans les métros de 6 heures, c'est la crétinisation nocturne par l'écran. Paris Soir devient le pôle de nos arts et de nos pensées.